Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau numéro, ce nouveau podcast Made by Vikash où on va dans les coulisses, on interviewe une invitée ou un invité et je suis très contente d'accueillir ce soir une personne spéciale. Vous allez découvrir avec moi cette personne. Beaucoup la connaissent pour ceux qui sont au Togo et même à l'international, sous plusieurs casquettes. Mais ce soir, nous allons découvrir un peu les coulisses, parce que souvent quand on voit les personnes à l'extérieur, quand on voit les réalisations, on est admiratif. Comme moi, j'ai été admiratif de tout son parcours, mais des fois, on ne réalise pas en fait que cette personne est passée quelque part. Des fois, on dit même prière que cette personne copier-coller, mais on ne réalise pas en fait tout le parcours derrière. Et c'est l'objectif des podcasts Made by Vikash, c'est vous montrer les coulisses et ce soir, nous allons accueillir une personne spéciale. Elle s'appelle Océane, elle est animatrice, productrice d'émissions TV, elle est consultante média, elle est responsable marketing com, elle est conseillère en orientation, auteure et créatrice de mode. Bonsoir Océane. Bonsoir Vicky. Comment tu vas? Je me porte bien, je rends grâce à Dieu. Et toi? Oui, je vais bien aussi. Je suis très contente de t'avoir. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ton temps que tu as consacré pour ce moment. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Super. Du coup, les hostilités sont lancées. On va aller droit au but tout de suite. Et la première question que moi, je pose tout de suite, comment es-tu arrivée là? En fait, comment Océane est arrivée là? Est-ce que, je sais pas, tu es né avec une cuillère en or, une cuillère en or et voilà, tu jour au lendemain, tu commences à briller, mais nous voulons savoir comment tu es arrivé à faire tout ce que tu fais aujourd'hui. On ira plus en détail, mais c'est la première question. D'accord. Déjà, merci beaucoup Vicky de m'inviter sur ton podcast. Je vais vraiment profiter pour te féliciter pour tout ce que tu fais. Tu as toujours été une inspiration, même si je ne te le dis pas assez. Aujourd'hui, je suis vraiment fière de toi. Et pour répondre à ta question, comment j'en suis arrivée là, c'est une longue histoire. Et je ne sais pas si on aura suffisamment de temps pour parler de tout, mais je vais y aller de manière très courte. Alors de base, j'ai fait un bac G2 parce que mon père voulait que je sois comptable, donc j'ai passé un bac G2. Je me suis retrouvée au Bénin en 2005 pour passer cet examen et je suis restée en famille au Bénin. Et après le bac, j'ai fait une formation supérieure en communication et une licence en communication et négoce commerciale. Avec le diplôme de BTS, j'avais commencé à travailler dans une agence comme publiciste. Et cette agence avait à son actif une émission qu'elle produisait sur l'ORTB. Un jour, la directrice adjointe, qui est l'animatrice principale de cette émission, m'a appelée. Elle était enceinte, elle ne pouvait pas venir faire son émission. Et elle a proposé en réalité que je puisse la remplacer en co-animation avec un autre collaborateur. Donc ça a été ma première expérience télé. Et j'ai commencé comme ça. Et cette expérience, j'ai abandonné quelques... Alors, je devais avoir, si je m'en rappelle bien, 19 ans. Ok. 19 ans. Donc, j'étais encore toute jeune. Et après quelques essais, j'ai lâché parce que je me disais, ce métier n'est pas fait pour moi et tout ça. Parce que je n'arrivais pas à vraiment me sortir, en fait, Je n'arrivais pas à être l'animatrice que je pensais ou que je voyais les gens être. J'étais dans cette agence-là et quand j'étais dans l'agence, quand j'allais faire les émissions, j'avais une collègue qui
qui me disait: «Océane, t'es trop nulle, tu ne peux jamais faire des émissions, tu seras jamais une animatrice parce que tu n'as pas les b.a.-ba, tu n'as pas les compétences qu'il faut pour ça». Et un jour, je me rappelle bien, j'étais allée en clientèle et quand je suis revenue en agence, il y avait eu une malcompréhension par rapport à une cliente et elle est restée, elle était avec ses amis qui étaient venus la visiter au travail et elle m'a jetée comme ça devant tout le monde: «Tu es trop idiote, est-ce que tu penses que tout le monde est idiot comme toi?» Cette phrase, ça m'a heurtée, ça m'a touchée parce qu'elle avait tendance en fait à vouloir montrer à tout le monde et principalement au directeur de cette agence que je n'avais pas le profil qu'il faut pour faire le métier, que je ne pouvais pas être animatrice non plus. Et à chaque fois, c'était des dénigrements. Elle cherchait à te dégrader, à chaque fois, elle cherchait à te dégrader. Et le jour-là, rentrant à la maison, j'étais sur la moto, j'ai pleuré pendant tout le parcours. Je me suis dit, c'est impossible que quelqu'un puisse regarder son frère ou sa soeur dans les yeux et lui dire quelque chose aussi méchant. Mais pour moi encore, c'était plus une rage, un défi, parce que je me disais, c'est impossible pour moi de laisser quelqu'un croire qu'il a la clé de ma vie en moi. C'est moi qui décide de ce que je veux devenir, c'est moi qui décide de ce que je veux réussir ou pas. C'est Dieu qui m'a inspiré certaines choses, des talents et plein d'autres dons. Mais un être humain ne peut pas décider à ma place de ce que je vais devenir. Après ça, l'ironie du sort, j'ai laissé tout. J'ai laissé la communication, j'ai laissé l'agence. Je suis allée travailler dans une microfinance. Et après la microfinance, je suis rentrée à Lomé. Quand je suis rentrée à Lomé... Ok. Ah, tu étais où? Tu étais à Cotonou. J'étais au Bénin. Ok. J'étais au Bénin. Et quand je suis rentrée à Lomé, il y avait des agences à Cotonou qui m'avaient déjà vu faire sur cette émission. Donc, un directeur d'agence m'a contacté. Il était passé sur LCF. Il avait lancé une émission sur LCF en ce temps-là. Et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse d'intégrer l'équipe de mon émission parce que je t'ai vu faire. J'aime beaucoup ce que tu fais et comment tu le fais. Donc, j'ai intégré Week-end en live, qui était une émission diffusée les week-ends sur LCF. Et j'ai fait cette équipe pendant 2 mois. Après, je me suis dit, non, Océane, écoute, tu avais une vie à Cotonou, tu avais tout à Cotonou, tu es rentrée à Lomé, tu as tout recommencé de zéro, tu n'as pas de moyens financiers, tu n'as pas de travail, tu n'as rien du tout. Il faut peut-être que tu te fondes une base. Parce que très rapidement, lorsque j'étais à Cotonou, en fait, après mes études, quand j'ai commencé à travailler dans l'agence, je me suis mise en couple juste après et ma vie a complètement changé. J'étais en situation de femme mariée. J'étais en couple avec un homme et malheureusement, cette histoire n'a pas évolué comme je l'espérais. Et donc, je suis rentrée à la maison avec un rien du tout. Je suis artiste. Je sais dessiner. D'où mon métier de créatrice de mode. Depuis toute petite, je dessine, je crée des tenues et j'aimais beaucoup ça. Je trouvais ça extraordinaire parce que mon père, il est dessinateur. J'ai certains de mes frères et sœurs qui dessinent également dans la famille. Donc, c'est un don qui est partagé. C'était dans le sang. Et je me disais, mais Océane, regarde, analyse bien. Il y a ce corps de métier, il y a le dessin que tu n'as jamais appris nulle part. Mais quand tu prends un crayon, tu dessines très bien, mais à la perfection. Tu peux créer des tenues, des formes, des courbes, tout, tu le fais bien. Pourquoi est-ce que tu ne te lancerais pas réellement dans le métier de stylisme? Parce que avant que je n'aie le bac, j'avais demandé à mon père de me laisser aller suivre une formation en stylisme. Et mon père, il m'avait dit, en leur temps, dans les années 2000, pour mon père, quand tu dis que tu veux devenir styliste, c'est que tu es couturier de quartier. Et donc, pour lui, c'était dégradant d'avoir une fille intelligente qui se retrouve derrière une machine en train de conduire une machine. Et donc, il a dit, jamais de la vie de mon vivant, tu vas faire ce corps de métier. Et donc, je me suis dit, pour une fois, papa n'est pas là pour te dire ce que tu dois faire. Et tu as la charge de ta vie maintenant que tout est revenu à zéro et que tu dois tout recommencer. J'ai aussi une parole qui me vient toujours en tête. Je sais que Dieu m'a donné des dons. Il y a des choses que je fais sans les avoir apprises. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment comme on dit, Dieu te donne des talents et te demande comment tu les as multipliés. Je ne peux pas négliger ce côté des choses. Et là, je me suis levée un matin, je me suis dit, je ne sais pas comment, je n'ai pas les moyens, mais je vais quand même oser quelque chose avec ce métier-là pour voir. Je suis allée voir une amie qui était couturière, une jeune fille comme ça dans le quartier. Et à chaque fois quand je lui donnais mes modèles, elle me reproduisait ça avec les pagnes qui coûtaient 2500, 3000. Des fois, je prenais des pailles chez ma mère et puis elle me reproduisait ça. Et les gens regardaient, les gens disaient, mais
qui t'a fait cette tenue? C'est joli. Je disais, ben, tiens, ça vient, petit à petit, ça vient. Et un matin, je me suis levée, je suis allée à la télévision nationale, à la TVT, et en ce temps, c'était Edwige Nzonu qui faisait Midi Délices. Je la regardais à la télévision, la manière dont elle était ravissante, elle avait du peps, du répondant, dynamisme et tout. Je me disais aussi, Anne, si tu avais la possibilité d'habiller cette dame, elle peut t'aider à lancer ta marque de vêtements, pourquoi pas? Donc, je suis allée la voir pour lui proposer qu'elle me laisse l'habiller gratuitement. Et le jour où je discutais avec elle, je m'étais habillée toute jolie et j'ai parlé avec elle pendant longtemps. Elle m'a observée et elle m'a dit, je t'ai entendu parler, je ne te connais pas encore, mais j'adore ton profil. Je trouve que tu as quelque chose de vraiment vendeur, tu as quelque chose qui fait télé. Et j'aurais aimé que tu intègres mon équipe pour parler de la mode. Donc, tiens-toi bien, au lieu d'aller l'habiller, elle me donne l'opportunité d'intégrer son équipe pour parler de mode dans son émission. C'était une aubaine, c'est un cadeau, je ne m'attendais pas à ça. Et donc, tu n'avais jamais entendu encore? Elle ne m'avait jamais entendu, on ne s'était jamais vu en fait. Donc, pour moi, c'était du chemin tracé, je pouvais qu'être sur cette voie-là. C'était des choses que je faisais naturellement et spontanément, alors que d'autres, il fallait forcer un peu, on te ferme des portes, c'était difficile. Mais là, elle m'a juste dit, viens, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc, quand elle m'a proposé le projet, moi, j'ai kiffé. Attends, pourquoi de la GDA? Tu dois dire oui, quand même, c'est l'opportunité. Et on a commencé cette émission, j'intervenais dans la rubrique mode. Et elle est partie en vacances. Les vacances sont vite arrivées. Elle est partie en vacances. Il n'y avait que nous, les jeunes, dans l'émission. Et un jour, j'ai été appelée par le directeur des programmes de la télé qui me dit, je vous suis dans l'émission avec Edwige, est-ce que vous pouvez passer me voir? Et je vais le voir dans son bureau. Et ce jour-là, il me dit, on a bien remarqué que vous êtes dans cette émission, on a vu comment vous êtes dans cette émission et on adore votre profil, on aime votre profil, vous avez quelque chose. Et là, présentement, la télévision veut lancer sa matinale et on recherche des animatrices pour travailler sur le projet de la matinale et on vous a répertorié, on vous a identifié. C'était en quelle année ça? Alors ça, c'était en 2013. Si mes calculs sont bons, c'était en 2013. Je pense, oui, c'était en 2013, je ne peux pas oublier. Et quand il m'a proposé, il m'a dit, vous allez être deux. Il y a Aïcha qui était déjà à la TVT en ce temps. Et toi, tu vas t'ajouter à Aïcha et vous allez faire cette émission, vous allez l'animer à deux. Donc, on a commencé l'émission, je crois qu'on a lancé l'émission fin 2013, début 2014, ou un truc comme ça, si je m'en rappelle bien. Et j'ai fait la matinale avec Aïcha pendant 6-7 mois. Et je suis repartie parce qu'entre-temps, j'avais commencé à travailler dans une entreprise, une multinationale. Et le temps était délicat à gérer. La matinale, on commence à 6h. Il fallait être à la télé à 4h30, à 5h. Après, il faut être au boulot à 9h. Et mes patrons se fâchaient un tout petit peu parce que je n'étais pas très assidue, donc j'ai dû abandonner. Ah, tu travaillais à ce moment? Oui, si, j'avais commencé à travailler. J'avais trouvé du travail par chance dans une agence, comme je disais, une multinationale. Et je suis partie comme chargée de communication. Donc, quand j'ai continué à travailler dans l'agence, j'avais laissé l'émission, j'avais laissé tout ce qui était télé. Je me disais, bon, c'est fini, hein, c'était une aventure, c'est passé, il n'y a rien, on oublie. Et même mon envie de lancer ma marque de vêtements, tu sais, quand je me suis retrouvée encore animatrice, j'ai carrément zappé. Et au bout de 2 ans, en 2016, le directeur de cette agence dans laquelle j'ai été publiciste à Cotonou, il m'appelle un bon matin, il me dit « Océane, je suis arrivée à Lomé, je veux lancer des activités à Lomé. Je vais lancer une émission sur la télévision nationale et j'ai besoin de toi pour animer cette émission. » Et moi, j'ai dit « Bon, animer cette émission, c'est bien, mais je n'ai pas envie d'animer. Franchement, je n'ai plus envie d'animer parce que oui, animer, c'est bien, hein, j'aime bien ce que je fais. Mais j'aurais préféré rester derrière la caméra et donner une opportunité à des jeunes de faire le travail aussi. » Donc, difficilement, il a accepté. Pourquoi tu ne voulais pas? Je ne sais pas. Je crois qu'à un moment donné, je me disais, j'avais un travail
J'avais un petit ami, mon petit ami, il voulait qu'on fonde une famille. Il ne voulait pas me voir faire de la télé parce qu'il était super jaloux. Et donc, quand je lui disais, non, je vais reprendre la télé, lui il disait, non, je ne veux pas que tu reprennes la télé, tu n'as pas besoin de ça, tu es déjà là, tu fais ci, tu n'as pas besoin de ça, en fait. Et moi, je me disais, bon, ok, je vais respecter ce que mon homme, il me dit. S'il me dit qu'il n'est pas à l'aise avec, je comprends, le métier n'est pas aussi rassurant que ça, donc je vais lui faire une fleur, je vais le laisser gagner. Et par contre, il m'a donné la possibilité, il m'a laissé le libre choix, en fait, de faire la production. Donc, j'ai lancé le recrutement de l'équipe d'Escale, Maryse, tout le reste de l'équipe. On a fait des formations et rapidement, on a lancé Escale sur la télévision nationale. Donc, Escale, c'était l'émission de midi. Après, quand on a lancé Escale, vers, disons, après 8 mois, en tout cas moins d'1 an, je suis tombée enceinte de bébé. Je suis comme moi là-bas sur les réseaux sociaux, mon fils. Et j'ai laissé le projet parce que être enceinte et être à la télé, c'est déjà en tant que productrice ou coproductrice d'une émission et également au service commercial, c'était beaucoup de stress, beaucoup de stress. Et donc j'ai laissé, je suis partie m'occuper de mon ventre, j'ai accouché, j'ai recommencé à travailler tranquillement et je les ai laissés continuer le projet Escale. En 2019, j'ai été recontactée par la télévision, par le directeur de la télé qui me dit « Océane, on t'a vu faire avec l'équipe d'Escale, on t'a vu faire avec cette émission, professionnalisme, assiduité et originalité. Et on aurait aimé que tu reprennes la tranche de midi parce que le projet Escale est en train de tirer sa révérence et donc on veut quelqu'un qui a déjà de l'expérience pour reprendre la main. » Alors, cette période a été une période très difficile, si tu veux, Victoire, parce que le premier boulot que je faisais dans cette agence, dans cette multinationale, je venais de le perdre. J'avais mon fils. Je l'ai perdu parce que la société devait mettre la clé sous la porte. Donc, on avait fait faillite, si tu veux. Et j'avais mon fils en main. Et je n'avais pas d'argent et je n'avais pas de boulot non plus. J'avais trouvé un petit travail encore comme commercial dans une agence de communication, une nouvelle agence qui venait de s'installer au Togo. Mais ce que je gagnais à la fin du mois, c'était 3 fois rien du tout. Et je voulais autre chose pour moi-même parce que je me disais mon niveau, mes expériences ne me permettaient pas de recommencer par là-bas. Et quand on m'a appelée à la télé pour prendre la tranche de l'émission, ils m'ont dit « ça va être payant, ça va pas être gratuit, tu vas devoir payer à la fin de chaque mois, on te vend la tranche, mais est-ce que tu te sens capable de lancer l'émission si on te donne le OK ?» J'ai dit « j'ai besoin de quelques jours pour réfléchir ». Et je suis rentrée à la maison, j'ai discuté avec mon homme, il m'a dit « OK, écoute, je t'ai vu faire des choses avec rien du tout. » Donc, je ne pense pas que ce soit un projet qui te dépasse. Tu peux faire mieux encore sur ce projet. Après, si tu lances, tu es tellement dynamique que ce qu'on te demande de payer à la fin de chaque mois, tu peux trouver le moyen de payer ça rapidement. Lui, il avait confiance en moi. Et moi-même, je n'avais même pas confiance en moi. Et donc, quand il a dit ça, j'ai dit, OK, tant que tu es derrière moi, moi, je vais le faire. J'ai rassemblé quelques amis et je leur ai dit, les gars, on a une aubaine. C'est une opportunité, mais si on ne sait pas saisir, ça va nous passer sous le nez. On a une tranche d'émission sur la chaîne nationale. On recherche des gens pour lancer une émission. On nous donne le feu vert pour emmener notre concept, faire les choses comme nous voulons. Et donc, si vous voulez rentrer dans l'aventure, si vous êtes assez fou, venez, on va faire une émission ensemble. Donc là, j'ai parlé à Elver, j'ai parlé à Lina, j'ai parlé à Menteur Ambulant, j'ai appelé Derry Wisdom, tous ceux qui étaient là dans la première vague de l'émission. Et ils ont tous donné leur OK. Plus on est de fous, plus c'est intéressant. Donc, ils ont dit, OK, on va aller dans la folie. Chacun travaillait quelque part, mais ils ont accepté de venir faire leur midi avec moi à la télévision nationale. Et je ne te dis pas, les premiers jours de cette émission-là, c'était la folie totale. Les génériques, le plateau, tout ce qu'il y avait à faire, c'était fou, c'était incroyable. Rien n'était jamais prêt. Mais on a tenu, on s'est dit, écoute,
Les gens disaient tout le temps, la TVT, la télévision nationale, c'est vétuste, c'est vieux, il n'y a que ci, il n'y a que ça. Et nous, on disait, on va vous montrer que la télévision nationale peut être une superbe télé parce que le Togo regorge de jeunes talents que vous n'avez certainement pas encore découverts. Et on a lancé cette émission. Les premières semaines, ça a été difficile. Les Togolais ne comprenaient pas le concept de venir faire la joie à midi. Ils sont habitués à quelque chose de posé, et très carré. Donc, on nous trouvait un peu trop agités, un peu trop olé olé. On a forcé. Chacun venait avec sa personnalité. Et tiens-toi bien, ça fait 4 ans qu'on fait l'émission La Pause. Et aujourd'hui, on est toujours très, très fiers de dire que nous sommes parmi les meilleures émissions. En début d'année, on nous a donné un prix, le prix de la meilleure émission télé du Togo. On ne s'attendait même pas à ça. En fait, pour nous, c'est un accomplissement total. Donc, voilà un peu le parcours que j'ai eu dans le domaine de l'animation. Et je suis restée dedans aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est tout. Wow, c'est une longue et vraiment. C'est une longue, ça vient de loin. Et bravo pour le parcours. Aujourd'hui, nous tous, on est fiers de dire que La Pause, nous tous, on est d'accord. Les concepts qui sont tout le temps pensés. On sent que vous rénovez à chaque fois, vous créez de nouveaux concepts. Tout le temps. Vraiment, on est fiers de dire, voilà, nous avons une émission togolaise qui est riche, en fait, qui est riche en couleurs. Et on sent l'énergie derrière, en fait. On sent l'énergie payée derrière. Moi, souvent, quand je vois les trucs à l'écran, je me dis, mais c'est un travail de fond qui est fait derrière, en fait. Et je me dis déjà, au niveau de la constitution de ton équipe, comment tu es arrivé à trouver ces personnes qui t'ont accompagné, je peux dire, entre guillemets, dans cette folie-là, parce que c'est pas facile, en fait, de trouver des personnes qui épousent la vision et qui t'accompagnent dans la vision. Comment tu es arrivé à trouver? Est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain ou bien tu avais trouvé des personnes, après tu as remplacé? Comment ça s'est passé au niveau de la constitution de ton équipe? Alors déjà, si tu veux, aujourd'hui, La Pause, je crois qu'on est déjà on a dû renouveler cette équipe 3 ou 4 fois, tu vois, parce qu'il y en a qui ont commencé, dont j'ai cité les noms tout à l'heure, qui ne sont plus dans l'aventure, mais avant juste après cette vague. Il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans l'aventure, qui ne sont pas restées non plus, qui sont parties, et ainsi de suite. C'est normal. Comment est-ce que j'ai trouvé le profil de chacun? Je ne sais pas. Je pense que là-dessus, je vais dire merci à Dieu parce que j'ai le fort de détecter en l'être humain quelque chose de particulier. Quand je vois quelqu'un, je discute avec la personne, au premier abord, je remarque en fait quel peut être le talent de cette personne. En fait, je reconnais une personne qui peut faire un travail d'image. Et je vois aussi le côté dynamique de la personne. Si c'est quelqu'un qui a peur, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de donner ses opinions, est-ce que c'est quelqu'un qui s'assume amplement, ainsi de suite. Donc, parmi mes amis et les amis de mes amis, je voyais des jeunes qui étaient tapis dans l'ombre, mais qui étaient des mines de talent, t'as pas idée. Il y en avait qui avaient des voix extraordinaires, il y en avait qui avaient des personnalités magnifiques, des formes extraordinaires. Il y en avait qui étaient tellement intelligents, qui maniaient le verbe comme pas possible. Et moi, je regardais, je me disais, mais c'est un crime de laisser tout ça dans l'ombre, alors qu'ailleurs, ça, c'est de l'argent, c'est de la richesse. Et donc, quand on a lancé le projet, c'était facile de les faire venir parce que je les connaissais déjà, tu vois. Je les côtoyais quelque part et je me disais, ben tiens, toi, dans l'émission, tu peux faire telle rubrique. Toi, tu peux faire telle rubrique, je te vois bien dedans. Toi, tu peux faire la rubrique musicale parce que de toute façon, tu es artiste et tu sais bien te vendre, tu sais drainer la foule. Toi, tu peux faire la rubrique mode parce que tu aimes tout ce qui est bling-bling et tu es toujours à la page. Et donc, voilà, c'est comme ça que je les ai récupérés. En fait, récupérer, c'est trop dire. Je les ai invités. Et j'avais travaillé en amont sur toutes les rubriques de l'émission, absolument toutes. Et quand ils sont venus, j'ai juste eu à attribuer, selon le profil de chacun, la rubrique qui lui convenait le mieux. Et c'est comme une grosse machine dont les pièces s'étaient mises toutes ensemble et ça a donné un vrai chef-d'œuvre. La deuxième chose, Victoire, si tu veux, c'est que
Et là, je vais dire merci à Dieu, et je le dis sincèrement. Dieu m'a permis de travailler avec des personnes qui avaient un cœur magnifique, des personnes qui étaient hyper honnêtes, des personnes qui n'étaient pas là pour de l'argent, mais qui voulaient juste vivre une aventure avec toi. C'était beau en fait. Aujourd'hui encore, cette équipe, la première me manque parce que c'était beau de nous voir. On était comme de petits enfants. Quand on finissait l'émission, on se retrouvait. J'avais pris une boutique entre-temps. On se retrouvait dans ma boutique. On mangeait ensemble, tous ensemble. On commandait colicot. On mangeait à la main le colicot là. Et je t'assure, et on était en groupe comme ça. Tu vois, certains étaient autour de mon bureau. Et puis, on profitait du moment et on préparait l'émission du lendemain en se disant, tiens, toi, pour aujourd'hui, on l'a fait. Pour demain, on va voir ce que ça va donner. Et à chaque fois qu'on faisait les réunions, il y avait toujours une nouvelle idée. Comme je te dis, c'était des génies. Enfin, c'est des génies. C'est des génies. Donc, à chaque fois, ils te disent, Océane, ça, on va faire comme ceci, on va faire comme cela, ça, ce serait intéressant, ça, ce serait ci, ça. Et c'était cool. Aujourd'hui, on parle de la pause, on associe la pause à l'image d'Océane, mais en réalité, la pause, ce n'est pas Océane. La pause, c'est ces gens qui ont commencé le projet avec moi. Je parle d'une Lina Ketevi, je parle d'une éleveur Dick, je parle d'un mentor ambulant, d'un Jerry Wisdom à Javon, je parle d'une Martha Amega, je parle de toutes ces personnes qui vraiment n'ont jamais été là pour de l'argent, mais qui ont permis justement que cette émission puisse s'asseoir comme cela se doit. Et ça, franchement, je ne serai jamais assez reconnaissante. Donc, après, on a changé. Parce qu'il y en a qui ont commencé à travailler, donc leur emploi du temps ne leur permettait plus de continuer dans l'émission. Et on a fait venir de nouveaux profils et à chaque fois, on ramenait des jeunes. C'est surtout des jeunes pour leur donner aussi l'opportunité de faire la télé. Et aujourd'hui, tu as une équipe de la pause qui est majoritairement plus jeune parce que pour les anciens, tu as moi, tu as Mentor Ambulant, Jerry Wisdom à Javon, tu as Yannick. Mais tout le reste de l'équipe, à la régie, tu as Innocent, mais tout le reste de l'équipe, ce n'est que des jeunes qu'on a castés, qui ont rejoint l'équipe, mais qui aujourd'hui nous montrent que vraiment la relève est assurée à 1000%, tu vois. Et c'est toujours la même chose. Pour les avoir, c'est toujours cette subtilité. Tu regardes la personne faire. Cette personne, elle a une lumière qui brille sur sa tête. Elle a quelque chose, elle n'a pas d'ombre en fait. Quand tu vois ces filles, elles ouvrent la bouche, elles commencent même avant qu'elles n'ouvrent la bouche, tu les vois arriver. Par exemple, dans l'équipe que j'ai aujourd'hui, tu as une Eve. Peut-être que tu la connais, Miss Eve. Eve, quand tu la regardes arriver, tu sens qu'elle, c'est une star. En fait, il y a l'étoile qui brille, qui précède la personne. Tu vois toujours quelque chose. La manière dont elle se comporte, elle parle, la voix qu'elle a. Elle a quelque chose de magnifique en elle. Et ça fait télé. Tu as une Miss Ruth elle est un peu comme moi, un peu olé, tête, voilà. Et quand tu la regardes, tu te dis, wow, je peux aller dormir en paix parce que franchement, les filles, elles vont assurer. Et je ne te parle pas du reste de l'équipe, les Rock, les Yannick, les Sarah, tous ceux qui ont rejoint l'équipe, les Chilalo, tout le monde, ils avaient quelque chose de particulier que moi j'avais remarqué ou que le reste de l'équipe avait remarqué. On s'est dit, tiens, Océane, il faut qu'on intègre cette personne dans l'équipe de la pause. Donc voilà comment le travail est fait. Wow, j'ai un peu la chair de poule là. Wow, c'est fort. Tu disais au début, quand vous avez commencé, est-ce que tu as parlé vite fait de l'argent, sans argent? Les gens étaient là, ils étaient motivés. Comment ça s'est fait en fait? Qu'est-ce qui faisait que l'équipe était engagée, l'équipe était là, ils se donnaient et quelle était la motivation en fait? Alors, l'argent, on n'en avait pas. L'argent, on n'en avait pas. En fait, on n'en avait pas du tout. Il n'y en avait pas. Même pas pour se déplacer, on n'en avait pas. Je te dis la vérité, on n'en avait pas. Et on a fait, la première année, on a travaillé pendant, je crois, 10 mois. En tout cas, l'équipe a travaillé pendant pratiquement 10 mois. Et je me rappelle, c'est à la fin de l'année 2019
que j'ai pu payer une partie de ce que je leur devais. C'est-à-dire qu'on a fait une enveloppe à tout le monde en essayant de mettre au maximum, le maximum qu'on pouvait mettre dedans. Parce que les gars ont travaillé pendant pratiquement toute l'année sans avoir été payés. Mais personne ne me demandait à la fin du mois, Océane, j'ai me payer tel, j'ai besoin d'argent pour ci, pour ça. En fait, on n'avait pas besoin de cet argent-là. C'était des gens qui travaillaient déjà ailleurs, pour la plupart, qui savaient se débrouiller pour autre chose. Et pour nous, cette émission était un gros défi. C'est de montrer qu'au Togo, on a vraiment des jeunes qui peuvent faire même mieux qu'on fait dans la sous-région, même mieux qu'on fait ailleurs. Et on s'identifiait un peu à TPMP, tu vois, avec de la folie sur le plateau, une ambiance de famille. Et c'était ça, nous. On n'avait pas été payés. On n'avait pas été payés. C'était en fin d'année qu'on a eu un contrat, je me rappelle bien, avec une banque. Et c'était rien du tout. On avait gagné quoi? Pratiquement 1 500 000. Et on a juste rassemblé tout le monde. On a dit, bon, OK, tu vois, on te donne une enveloppe de 100 000. Tu vois, on te donne une enveloppe de 150 000. Tu vois, on te donne une enveloppe de tel. Et c'est comme ça qu'on a géré. C'est vrai que dans l'équipe, il y avait aussi d'autres personnes qui, tu sais, comme dans toute équipe, hein, il y avait les bons. Et puis, il y avait d'autres personnes qui n'épousaient pas forcément la vision. C'est clair et net. Et donc, ces personnes se sont vite fait identifier et on a continué l'aventure sans elles dès le début. Mais pour les autres, l'objectif, en fait, c'était pas de gagner de l'argent. On était là pour se faire une image. En fait, on voulait juste montrer aux Togolais qu'il y a des jeunes au Togo qui peuvent vous faire rêver. On voulait montrer aux jeunes que voilà, vous voyez d'autres personnes que vous appelez des stars, mais attention, chez vous, vous avez des profils qui sont encore mieux, hein, qui sont juste à côté de vous, que vous ne considérez pas, qui peuvent faire le même travail que ce que vous voyez faire ailleurs. Voilà, si on leur donne l'opportunité. Et donc, nous, on nous a donné l'opportunité et hop, on l'a saisi. Donc, la première année, la deuxième année, pareil. Covid est tombé, je ne te dis pas. La première année, déjà, on devait payer la télé pour la tranche. Donc, on devait à la télé. Et la deuxième année, Covid tombe dedans. Toutes les entreprises, les potentiels partenaires avaient dit « On ne peut pas vous accompagner parce que nous-mêmes, on ne sait même pas si on va survivre, si c'est la fin du monde ou pas. » Et donc, on s'est dit « Bon, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et on a dit « Bon, on va utiliser l'émission pour sensibiliser les gens par rapport à la prévention contre Covid. » On a fait ça pendant un bon bout de temps. 2020, ça a été une année difficile. Et 2021, vers la fin de 2021, oui, on a commencé par voir un peu, si tu veux, le bout du tunnel. Mais vraiment, ça nous a pris 2020 et 2021. On n'avait pas d'argent. Il n'y en avait pas. Je me rappelle, on avait je ne vais pas prononcer le nom de la personne. J'avais reçu un docteur dans l'émission. Et quand on avait fini cette émission avec lui, on l'avait tous raccompagné à sa voiture et il nous demandait « Mais comment vous faites ?» On lui a dit la vérité. « Ben écoute, on n'a pas d'argent. On n'en a pas. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, la couleur. » Et il nous avait fait un chèque de 1 million. Et ce chèque de 1 million, si tu veux, Victoire, on a payé sur 2 mois. C'est-à-dire, on avait une équipe de plus de 15 personnes et chacun s'est pris, on s'est donné 30 000, 40 000, petit comme ça, là, pour pouvoir gérer ne serait-ce que le déplacement sur 2 mois. Tu vois? Donc, mais personne n'a jamais abandonné parce qu'il n'avait pas été payé. Personne. Parce que l'ambiance ne peut pas te payer. Même quand les gens étaient malades, les gens voulaient venir. Parce que l'ambiance te guérissait. Quand les gens étaient malades, ils voulaient venir. On était comme des gamins. Tu vois, les enfants dans la cour de récréation. On avait la liberté de dire ce qu'on pensait. On avait une manière de rigoler. On chantait. Il y avait Manu New York qui jouait la guitare. On créait des chansons comme ça sur le coup. Tu vois, les gens nous voyaient et les gens envoyaient, les téléspectateurs envoyaient des messages. On recevait des centaines de messages. Les messages venaient. Mais comment vous faites? Vous n'avez pas de soucis, vous? Vous n'avez pas de problème ou quoi? Parce que vous êtes toujours joyeux. Mais je t'ai dit, les problèmes qu'on avait là, c'était pas de petits problèmes, c'était pas des problèmes de maternelle, on avait des problèmes de doctorat. Mais on gérait avec le sourire, tu vois. Donc, c'est une grâce. Ça a été juste une grâce, c'est tout. Oui, c'est une grâce. En même temps, je me dis, derrière la grâce, il y a un travail qui a été fait, en fait.
cette joie que l'équipe a, cette passion que l'équipe a, ça vient de quelque part. Ça a été inculqué de quelque part. Je pense que ça vient de toi qui est la visionnaire, je peux dire, qui prend le devant. Et je me dis, c'est d'où ma question en fait. Moi, quand je te vois sur les réseaux, je t'ai connu aussi sur les réseaux quand tu partages les témoignages des femmes ou des personnes qui vivent des choses vraiment que personne ne veut, genre, qu'on ne peut pas dire tout haut. Mais c'est des gens qui arrivent un peu à se confier à toi, un peu comme une mère Teresa, qui arrive à se confier à toi et on sent que tu prends la chose à cœur. D'où vient en fait ce cœur que tu as, ce cœur qui donne en fait. Moi, j'ai pas été trop dans ton entourage, mais je vois une femme qui donne sans penser à elle en fait. Je vois une personne qui donne la joie. Et des fois, je me dis, mais est-ce qu'elle ne pleure pas? Est-ce qu'elle n'a pas de soucis? Mais je sais qu'il y a forcément des moments durs, mais d'où te vient cette force-là et cette résilience d'avancer en fait, et sans regarder à toi ou bien sans regarder au prix payé? D'où te vient ça en fait? Alors, si je pleure, je pleure, hein. La dernière fois que j'ai pleuré, ça fait quoi, moins de 2 semaines, je pense. Donc oui, clairement, je pleure. Je pleure, comme tout le monde, on pleure. Mais on garde la tête froide parce que pleurer n'a jamais été la solution. Et tu sais, quand tu es positive, les choses viennent naturellement. Les solutions, tu les trouves naturellement. J'ai toujours dit une chose, Victoire. Pour moi, la vie ne sert à rien si elle ne permet pas d'arranger la vie de quelqu'un. Genre, je peux être en vie, je peux être milliardaire, je peux avoir tous les talents du monde, mais si ça ne sert pas à donner du sourire à quelqu'un, si ça ne sert pas à aider quelqu'un à sortir d'une situation, en fait, ma vie, elle est vaine, ça ne vaut rien. Pour moi, ça a toujours été comme ça, depuis toute petite. Et depuis toute petite, j'ai toujours distillé de la joie autour de moi. Pendant les fêtes, à la maison avec mon père, ma mère, j'étais toujours celle qui avait quelque chose à dire, qui devait danser, qui devait faire rire. Pipelette, c'était moi. En grandissant, je voyais la vie comme étant rose, tu vois. Pour moi, la vie, elle est belle, les choses, les opportunités, les gens sont gentils. Tout le monde, pour moi, était tonton gentil. Jusqu'à ce que je ne sois vite rattrapée par les réalités et que je commence par faire des expériences moi-même. Et tu sais, sans vouloir rentrer dans les détails, j'ai connu, si tu veux, D'abord, j'ai connu les difficultés. J'en ai connu, même pour trouver à manger, j'en ai connu. J'ai été femme battue, jusqu'au sang, je l'ai été. J'ai été trompée, j'ai été anarquée. En fait, j'ai fait le tour des choses qui pouvaient fracasser en fait l'estime de soi, te briser le mental. Et dans tout ça, ce qui m'a aidée à rester debout, c'est ma foi en Dieu, parce que je me disais tout le temps, à chaque fois, je me disais, Océane, Dieu n'a pas créé un chef-d'œuvre comme toi pour que tu sois une loseuse, que tu sois une perdante. C'est impossible. Ça peut être difficile aujourd'hui, oui, ça peut être difficile parce que tu as besoin de manger, tu n'as pas eu l'argent pour manger, tu as quitté l'école, les choses sont difficiles, payer la scolarité, continuer ou abandonner, toutes ces choses. Mais il y a forcément quelque chose à la clé si tu tiens bon aujourd'hui et que tu te lèves demain pour continuer l'aventure. Et ça a payé. Ça a payé. Alors, ma page Amé Océane Kodia aujourd'hui, qui à la base a été une page de recueil de témoignages où je partageais les histoires des gens et tout ça. La page, elle est partie de mon histoire personnelle. Comme je t'ai dit, j'ai été en couple et les choses ne se sont pas passées comme je l'aurais imaginé. Donc, il y avait des souvenirs de certains moments difficiles de ma vie de couple qui me revenaient souvent. Et donc, quand ça revenait, je faisais le petit exercice tout amusant là, d'écrire, de rédiger. C'est ce que je faisais. J'avais tout le temps le téléphone en main et je rédigeais ce que j'avais en fait. Je me rappelle un moment. Et puis, je me rappelle exactement les étapes de ce qui s'est passé. La première fois que j'ai été battue, la première fois que j'ai surpris mon ex avec une autre femme, ainsi de suite. Et je relatais ça.
Je relatais ça, j'écrivais. Et un beau jour, à midi, si tu veux, j'étais au travail, à la pause. Et je me suis rappelé qu'un jour, j'étais allée chez mon ex. On habitait ensemble et après, il a pris un appartement à part. Et le temps pour moi de déménager pour le retrouver là-bas, de ramener les bagages, il vivait avec une autre femme. Tu vois? Et un beau matin, moi, je suis juste allée là-bas pour lui donner à manger. Surprise, je tombe sur une femme qui n'était pas contente que je sois là. Donc, elle me connaissait. Moi, je ne la connaissais pas. Et le jour-là, elle avait fait des histoires. Elle avait commencé à le gronder, l'insulter devant moi. Alors que l'homme avec qui j'étais en couple, pour moi, c'était un demi-dieu. Personne ne pouvait lui parler comme cette femme l'avait fait le jour-là. Pour moi, c'était impossible. La manière dont je le respectais, c'était un choc. Et donc, je me suis juste excusée. J'ai pris mon panier à nourriture. Je suis descendue, j'ai démarré mon véhicule et je suis rentrée à la maison. Donc, quand je me suis souvenue de cette histoire, je me suis dit, mais aujourd'hui et quelques années après, tu as quand même fait preuve de self-control parce que si c'était d'autres personnes, ce serait parti en bagarre. Ça allait devenir dégueulasse. Et donc, j'ai rédigé l'histoire, j'ai écrit toute cette histoire et j'ai appuyé sur « Publier ». Quand j'ai publié, les réactions étaient... Et je ne m'y attendais pas. J'ai commencé à recevoir des likes de partout, des partages. Les gens, je ne savais pas que tout ce beau monde-là était là, en fait. La page, elle a commencé par voyager toute seule parce que quelqu'un lit l'histoire là-bas, c'est quand même Océane, c'est-à-dire qu'à Cotonou, tu avais une petite communauté d'amis qui te connaissaient, mais qui ne savaient pas réellement ce que tu vivais dans ton couple. Donc, quand tu commences à sortir des informations aussi intimes, mais c'est du petit pas. Donc, ils ont commencé à se partager ça. Tu as vu ce qu'Océane a publié? Elle a raconté si c'est pas possible. Elle n'a pas pu vivre ça. On veut savoir la suite. Comment ça s'est passé et tout. Et à côté de ces personnes qui me connaissaient un tout petit peu, qui savaient que ma relation n'avait pas abouti, il y avait aussi d'autres personnes qui lisaient l'histoire et qui se disaient « Mais c'est qui cette dame qui, à cœur ouvert, peut partager une histoire comme ça? C'est très intime. » Et je recevais une box des messages. Ma messagerie s'est remplie à la seconde. On ne se connaît pas, mais je veux vous confier mon histoire. Je vais vous raconter ce que je vis. J'ai une histoire similaire à la vôtre. J'ai vécu tel avec mon homme. J'ai vécu tel avec ma femme. Et tu sais, c'était comme... c'est un salaire. Les gens, ils ont confiance en toi, ils ne te connaissent pas. Moi, on ne me connaît pas. Je suis Océane Amekodia. Mais attends, Océane Amekodia de son papa, quoi, ça va. Donc... voir tout ce monde-là me demander, me supplier d'écouter leur histoire et de réécrire leur histoire et de partager sur ma page, c'était un miracle. En fait, je ne m'y attendais pas. Et de 1000 abonnés, de 2000 abonnés, 3000 abonnés, je suis passée à 50 000 abonnés, à 100 000 abonnés, à 150 000 abonnés, à 200 000 abonnés, à 300 000 abonnés aujourd'hui. Et bientôt, on va tabler 310 000 abonnés. Et ça a été comme ça. Jusqu'au million. J'espère qu'on va continuer jusqu'au million. Mais les gens, ils venaient avec leurs histoires. Des femmes battues, des hommes trompés, des gens qui avaient des problèmes très spirituels, les histoires de l'Afrique, mystiques et tout. Et tu racontes. Et quand tu donnes dans le rendez-vous, tu dis, le témoignage doit sortir demain à 20h. Et que tu ne publie pas demain à 20h, tu as des problèmes, tu as des problèmes avec les lecteurs. Donc, en une semaine, je peux publier 2-3 témoignages. Après, j'ai essayé de réduire le rythme parce que le travail ne me permettait pas. Parce que écouter l'histoire de quelqu'un déjà, parce que les témoignages, je les recueillais en audio. Et après, je réécrivais tout. Donc, pour réécrire, maintenant, c'est encore un autre travail. Tu dois créer le personnage, incarner le personnage, donc incarner la personne qui t'a raconté son histoire. Tu dois créer l'environnement de son histoire de sorte à ce que personne, même son père ou sa mère, ne puisse reconnaître cette personne dans ce que tu vas raconter. Tu dois trouver le moyen d'y mettre toutes les émotions nécessaires pour que quelqu'un qui lit se sente concerné par l'histoire.
Et donc, pour faire ce travail, je veillais toutes les nuits. Je commençais à écrire à partir de 21h, 22h. Et ça me prenait toute une partie de la nuit. Des fois, je finissais vers 4h du matin. Des fois, je commençais à 1h du matin, je finissais à 7h. Je me douchais à peine et puis je courais au boulot. Et c'était épuisant à mort. C'était vraiment fatigant. Mais j'ai tenu. Et après, j'ai baissé le rythme parce que c'était plus possible de le faire avec les missions, avec les autres activités, mes responsabilités, mon fils, ma famille. J'ai baissé le rythme. Et malheureusement, quand j'ai voulu prendre des assistants pour faire la retranscription, ça n'a pas donné le même effet parce que, en fait, c'est pas donné de pouvoir se mettre dans la peau de cela pour... Exactement. Donc, c'était pas facile. Mais la bonne nouvelle, c'est que présentement, je suis en train de préparer le recueil de témoignages. Mon premier livre va sortir. Ce n'est que les histoires que j'ai reçues, que j'ai mises dedans, tu vois. Donc, je vais t'envoyer ton exemplaire en exclusivité. Et tu vas adorer, j'espère bien. Voilà, c'est ça. Amen. C'est très, wow, très inspirant. Wow, très inspirant. Moi-même, je suis sous le choc. Et dans tout ce que tu racontes, tu parles toujours de Dieu, en fait. C'est Dieu qui t'a permis de passer par là. C'est Dieu qui t'a permis de te relever. C'est la grâce. Je voudrais que tu nous en parles plus. Comment est-ce que tu es arrivé j'imagine que, je ne sais pas si depuis petit, tu avais déjà cette notion de Dieu-là. Et même quand tu parlais des talents, tu parlais du fait que Dieu t'a donné des talents, tu ne peux pas dormir là-dessus. D'où te vient cette conscience-là de Dieu? D'où te vient cette force-là que tu trouves en Dieu? D'où te vient voilà quoi, je veux bien comprendre. Alors, ça, c'est une question que je pense que toutes les deux, on va devoir poser à Dieu lui-même. Parce que je me suis posé la même question. Tu sais, je ne me définis pas. Je ne fais pas ce travail de dire, voilà, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais j'ai essayé de m'analyser et de voir, en fait, ce que j'ai comme point positif. Et je suis une personne, certes, qui a un grand cœur, mais la plupart du temps, je dis que ce cœur-là, il n'est pas naturel. Parce que j'ai aussi d'autres personnes autour de moi qui ont les mêmes âges, ou le même âge que moi, la même tranche, qui ne sont pas foutus forcément de faire les choses de manière catholique. Quand je dis catholique, c'est de manière droite, de manière bonne et tout. Tu vois, aujourd'hui, la jeunesse intéressée par le matériel, chacun court derrière ce qui peut lui apporter de l'assurance. Et quand on dit assurance, quand on dit matériel, il y a aussi beaucoup de vices derrière. Ce n'est pas mon cas. C'est pas mon cas. J'ai peut-être eu la chance de venir, de sortir d'une famille très conservatrice. Mon père et ma mère nous avaient inscrits au catéchèse quand on était enfant. Et on m'avait très vite habituée à tout ce qui était le respect des lois divines. Parce que pour moi, je ne sais pas, peut-être que c'était une force de caractère, mais pour moi, quand on dit que cette chose, elle est bleue, elle est bleue. Quand on me dit que Dieu n'aime pas le mal, Dieu, il n'aime pas le mal. Donc, si je me retrouve à faire quelque chose qui n'est pas bien, je dois, en tant qu'être humain qui aime Dieu et qui est normal, avoir ma conscience qui me dérange par rapport à cette chose que j'ai faite. Et depuis petite, j'ai toujours vécu comme ça. Je sais que le bien, ça plaît à Dieu. Le mal, ça ne plaît pas à Dieu. Et donc, je fais très attention aux choses que je fais parce que je me dis, Dieu, il a ses lois, la nature a ses lois et je n'ai pas envie que la colère de Dieu s'abatte sur moi. J'ai conscience que Dieu il est l'être suprême et je dois le respecter. Je veux qu'il m'aime. On dit que je suis sa prunelle. Et je voudrais qu'il puisse me donner toutes ses bénédictions. Mais pour pouvoir bénéficier de ça, il faut que moi-même je sois bien à ses yeux. Donc, je dois me tenir, tu vois, dans son carré à lui qui lui plaise. Donc, je faisais l'effort. Je ne suis pas parfaite, du tout pas. J'ai fait des choses que j'ai regrettées. J'ai fait des choses pour lesquelles j'ai demandé pardon. Mais je sais une chose, c'est que je demande toujours à Dieu, garde-moi avec un cœur d'enfant. Aide-moi à ne pas me laisser entacher par les choses vaines de ce monde. Je ne veux pas faire ce que les gens font, par exemple pour le matériel, pour le sexe, pour des plaisirs éphémères, ça ne me dit rien. Et de l'autre côté, je ne sais pas. Peut-être que j'ai des dons,
caché, que je n'ai pas encore découvert. Mais quand les gens viennent vers moi pour me parler de leurs problèmes, la seule arme que j'ai pour leur donner de l'espoir, c'est vraiment la foi en Dieu. Parce que c'est cette foi en Dieu qui m'a sauvée, moi. Moi, comme je te dis, j'ai été battue, j'ai été anarchique, j'ai eu de gros problèmes, j'ai eu de vrais gros problèmes. J'ai été envoûtée à plusieurs reprises. On m'a dit que j'allais mourir. On m'a donné des défis de vie ou de mort. On m'a dit, tu vas mourir, tu ne vivras pas. On m'a fait des choses, tu n'as pas idée de tout ce que j'ai traversé. Mais pendant tous ces moments, j'ai toujours le souvenir d'avoir eu un chapelet, soit un chapelet sous la main pour prier, ou alors une Bible ou un Nouveau Testament, où carrément je m'asseyais et je parlais à mon Dieu directement. Il m'était arrivé pendant des nuits de me réveiller tard dans la nuit, de commencer à prier et de pleurer en disant à Dieu, mais je ne peux rien faire si tu ne me dis pas, fais ci ou fais ça. Et le pire, c'est que si tu veux que ça s'arrête, ça dépendra de toi. Moi, je ne sais pas pourquoi tu me laisses vivre ça. Je ne sais pas ce que tu veux me montrer au travers de toutes ces expériences douloureuses. Victoire, c'était très difficile. Ça l'est encore aujourd'hui. Il y a des choses que je vis, que je traverse aujourd'hui, qui sont toujours aussi difficiles. Quand tu me dis, tu gardes le sourire, ma mère te dira, ça c'est Océane de la télé. Parce que le soir, quand je rentre à la maison, que ce soit ma mère, que ce soit mon homme, c'est des gens à qui je ne cache pas qui je suis. J'ai des jours où je n'ai pas le moral, j'ai traversé la dépression, j'ai fait un burn-out, j'ai eu tous les problèmes du monde. J'ai pensé suicide 1000 fois, j'ai même essayé de me suicider une fois. Mais à chaque fois, j'avais les médicaments devant moi et puis j'étais là. C'est-à-dire avant de prendre les médicaments, peut-être, j'avais de la motivation. Je disais, c'est fini, il faut que tu coupes avec tout ça, terminé, tu dois partir. Et puis, je dépose les médicaments devant moi et je regarde et puis quelque chose me dit, t'as pas besoin de ça. Ou encore, dans mon cœur, il y avait une plénitude, j'avais une paix intérieure. Elle était profonde, cette paix-là. Il y avait des problèmes à la surface. Mais au fond de moi, il y avait une paix pas possible. C'est comme le jour où je te dis, je dois payer une facture le lendemain et qu'on me menace de payer cette facture. La veille jusqu'à minuit, je ne sais pas d'où viendra l'argent. Mais je rentre dans ma chambre, je dis à Dieu, c'est toi qui es mon père. Tu sais que je dois faire ça demain. Si tu ne m'aides pas, ils vont m'humilier, mais tu ne veux pas qu'on humilie ta fille, donc je te laisse faire. Et le choc des chocs, il a toujours répondu présent. Le lendemain, peut-être à 7h du matin, Victoire, tu ne sais pas comment le message est parti. Un bienfaiteur t'appelle pour te dire, je t'ai envoyé une enveloppe de 500 000. Quelqu'un t'appelle pour te dire, je veux que tu viennes faire ce travail pour moi, je te paye 300 000. Quelqu'un dit, viens me faire un petit contenu et j'ai vu que tu as une page qui est quand même assez lue. Fais-moi une publication, je te paye 200 000. C'est que c'était toujours comme ça que Dieu réagissait dans ma vie. Il réagissait toujours. Et tu me dis qu'avec ça, là, je ne vais pas aimer mon Dieu. Il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui. Il n'y avait pas une deuxième personne, il n'y avait que mon Dieu. Et aujourd'hui, si je cache mon appartenance à mon Dieu, ce sera un crime. Parce qu'il m'a tout donné. Qui je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a gardé en vie. Ce que je fais aujourd'hui, c'est parce qu'il me l'a inspiré. Les talents que je développe, c'est parce qu'il me les a donnés. Tout ça, c'est des dons, c'est lui. En fait, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a fait. Je ne peux pas te dire aujourd'hui, tu sais, j'ai ce grand homme quelque part, ce grand homme-là de pouvoir, ou j'ai cette personnalité qui m'a aidé, qui m'a donné 10 millions, Ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. C'est la petite fille de rien du tout, la petite fille d'hier que personne ne connaissait, qui est devenue aujourd'hui Océane Kodia, dont beaucoup de personnes parlent, mais qui n'avait pas l'idée de pouvoir arriver jusque-là. Donc, clairement, c'est Dieu qui l'a fait pour moi. Et il l'a fait parce qu'il veut se servir de moi pour que je puisse drainer d'autres personnes vers cette voie-là. Donc, si tu veux, je suis juste son instrument. Moi, aujourd'hui, je ne cherche pas le bling-bling, je ne cherche pas à être star parce que je ne le suis pas. En fait, je ne suis pas star. Il se sert de moi. La visibilité que j'ai, c'est pour passer des messages. Quand je dis aux gens, ne trompez pas vos maris, ne trompez pas vos femmes, c'est pour Dieu que je le fais. Quand je dis,
ce que vous faites n'est pas bien, c'est pour vous emmener à faire du bien, c'est pour Dieu que je le fais également, tu vois. Donc, je suis juste un instrument de Dieu. Et comme je suis un instrument de Dieu, depuis l'enfance, il m'a préparé. Il m'a donné le courage qu'il faut. Il m'a donné la plénitude qu'il faut. Il m'a donné l'environnement qu'il faut, les parents qu'il fallait pour m'accompagner dedans. Il a créé son chef-d'œuvre et moi, je suis juste le résultat de tout ça. Voilà tout. Wow. Merci beaucoup, Océane. Wow. Je pense que beaucoup de personnes seront bénies par ce moment. On va pas être trop long, mais en fait, je voudrais juste revenir aussi. Je pense que beaucoup aussi doivent se poser la question sur ce moment que tu as passé, ce moment difficile en tant que femme battue. Et en fait, comment tu as parlé de femme battue, où ta confiance en soi a été brisée, où tu as vécu tout ça, en fait. Comment tu as réussi, en fait, à te sortir de là? Parce que souvent, on écoute beaucoup d'histoires de personnes qui ont vécu ça. Elles sont là, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Elles sont battues, n'arrivent pas à se dire « Oh non, je sors de là, en fait. » Comment est-ce que cette confiance en toi est revenue au point où aujourd'hui, quand on te voit, on sait que c'est une femme qui a confiance en elle. On voit une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait là où elle va. Comment est-ce que tu as pu gérer ce moment-là pour une personne aussi qui serait en train de passer par là? Alors, je crois que ma première force, comme je l'avais dit, c'est Dieu. Ma première force, ça a été Dieu. Ma deuxième force, c'était ma mère. Ok. Parce que j'ai une mère qui est une vraie Amazone, c'est une vraie battante. Elle avait à un moment donné de sa vie, moi je suis sa seule fille, elle avait confiance en moi. Et elle se disait, non, je sais que je sais que tu deviendras quelque chose pour moi. Elle n'avait pas idée de la grandeur de ce qu'elle disait. Elle savait juste que voilà, au pire des cas, sa fille allait rencontrer un meilleur homme, se marier, avoir des enfants, mais elle ne voyait pas sa fille arrêter ou finir sa vie dans un foyer violent, tu vois. Et puis, il y a moi-même et mon mental. La troisième chose, c'est ça, moi-même et mon mental, parce que je ne suis pas défaitiste. Je ne sais pas me dire, écoute, tu as échoué, donc c'est fini pour toi, tu ne peux pas recommencer. Je ne sais pas me dire, à 22 ans, j'ai été dans un foyer où j'ai été battue, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai beaucoup pleuré, j'ai été trahie et tout ça. Et donc, à 23 ans, je ne vais pas rencontrer quelqu'un de mieux, ou bien à 25 ans, je ne vais pas... Je suis très optimiste. Pour moi, c'est tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Et tant qu'on est en Dieu, on peut tout réaliser. Comme on dit, rien n'est impossible à Dieu. Et j'ai foi que Dieu a tracé un beau chemin pour moi, un très, très beau chemin pour moi, parce que je m'efforce. Écoute, je m'efforce de faire les choses comme il veut. C'est vrai que je tombe. C'est vrai que j'en fais qui ne sont pas bonnes, mais même quand c'est le cas, je sais lui montrer, lui manifester mon regret le plus absolu. Donc je dis, je ne peux pas être aussi bien pour mon Dieu et Dieu il va m'abandonner. Donc je croyais fermement, si tu veux, fortement en ma personne. Je croyais en ma capacité, me connaissant intrinsèquement. Je dis, les gens doivent faire l'exercice de se connaître leurs atouts, leurs capacités, leurs aptitudes. Je savais que j'étais intelligente, j'étais dégourdie, disponible pour travailler, j'aimais les belles choses, j'aimais montrer que voilà, il y a une jeune fille qui peut faire beaucoup de choses, j'adorais les défis. Quand on me dit tu ne peux pas réussir, je vais lutter toute ma vie pour réussir cette chose-là, qui doit être la dernière chose que je vais faire, mais je vais la réussir quand même. Et donc, toutes ces choses ont forgé, si tu veux, la force qui m'a aidée à sortir de cet état d'esprit. Quand tu as été une personne battue, quand tu as été une personne dans ma condition, dans la condition dans laquelle j'étais, où j'ai été, il y a une chose qui, si tu n'as pas une force de caractère, si tu n'as pas une vraie estime de toi, va se briser à jamais. Tu vas te dire que tu ne vaux rien. Tu vas autoriser ton mental à penser que tu mérites ce qui t'est arrivé. Et donc, à chaque fois que tu vas te retrouver dans une relation, le prochain homme peut encore te lever la main dessus. Tu vas te dire, de toute façon, c'est ce que je mérite. Tu vas aller jusqu'à penser que tu fais des choses qui ne sont pas bonnes. Et donc, la personne en face qui te bat, te corrige pour que tu sois une meilleure personne. Donc, tu lui donnes le crédit. Et beaucoup de femmes, aujourd'hui, n'arrivent pas, en fait,
à sortir de cet état de prison, si tu veux, je vais l'appeler comme ça, parce qu'elles n'ont pas une image pure d'elles-mêmes. Elles n'ont peut-être pas un niveau d'études. Elles pensent aujourd'hui qu'il faut avoir un niveau d'études pour être une grande dame. Il faut sortir d'une grande famille pour avoir un caractère, pour savoir s'imposer dans la société. Il faut peut-être travailler dans une grande société pour savoir s'imposer, alors qu'en réalité, tu peux sortir d'une famille très modeste ou même pauvre, mais avoir une fierté personnelle, avoir une dignité, avoir des vertus et des valeurs. Donc, elles ne voient pas ça. Et aujourd'hui, malheureusement, la société se résume au matériel, à l'appartenance sociale. C'est ça, exactement. Donc, on se dit, qui suis-je moi pour aspirer à, ou bien qui suis-je moi pour dire, oui, je ne veux plus de ça, je vais passer à autre chose. Malheureusement, aujourd'hui, tu sais, Victoire, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des foyers et qui sont entretenues par ces hommes, par des hommes. Elles n'ont pas la capacité d'aller travailler parce que la question de l'estime de soi, le travail n'a pas été fait, donc elle se dit que c'est l'homme qui doit valider. On est dans une société patriarcale, c'est l'homme qui doit valider si elle doit faire quelque chose de sa vie. C'est l'homme qui doit l'autoriser à aller à l'hôpital quand elle est malade, ou alors même si le monsieur ne l'autorisait pas, elle attendra que ce soit le monsieur qui vienne lui donner de l'argent pour aller à l'hôpital quand elle est malade. C'est l'homme qui doit faire ci, c'est l'homme qui doit faire ça. Il faudrait aujourd'hui qu'on puisse éduquer la jeune femme à s'aimer, à se donner un genre. Quand je dis se donner un genre, se donner une image, se dire que moi, en tant que telle personne, comment je vais dire, je sais pas, le mot m'échappe un peu. Ma valeur personnelle, c'est ça, ma valeur ne dépend pas en fait du regard des gens. Ma valeur ne dépend pas de la richesse des gens. Ma valeur ne dépend pas du matériel. Ma valeur, c'est qui je suis, c'est ce que je sais faire, c'est la droiture dans mes actes, c'est vraiment la dignité dans mes actions, c'est la femme de vertu que je suis, c'est la femme battante. Quand on dit femme battante, j'utilise le mot entre guillemets, c'est la femme qui travaille réellement avec de vraies valeurs pour atteindre ses objectifs. Donc c'est ça que je suis. Comme nos mères, tu sais, je connais des femmes qui vendent à Imolou depuis la nuit des temps, qui aujourd'hui ont des immeubles, qui louent des immeubles à des banques. Ces femmes, elles ont connu leur valeur. C'était même ça les nanabas qui ont financé pendant longtemps l'économie du Togo, tu vois. C'est de pouvoir montrer aux jeunes filles aujourd'hui à s'aimer, à réussir par elles-mêmes, à ne pas autoriser en fait quelqu'un à se servir d'elles comme des objets. Parce que malheureusement, la femme, elle est plus objet aujourd'hui que toute autre chose. Objet de décoration. La femme, elle est là pour gérer la maison, faire des enfants. Et donc, on est coincé dans ça. Moi, je suis sortie de là parce que depuis toujours, j'ai rêvé de devenir une grande dame, devenir quelqu'un. Et malgré toutes ces expériences, j'avais toujours quelque part bien caché, c'était comme un coffre-fort dans ma tête, cette image de moi réussissant dans la vie, cette image de moi devenant une grande dame, cette personne que les gens ils adulent pour ses bonnes valeurs, pour ses bonnes manières, pour sa manière de penser qui est positive. Et donc, rien n'a pu. Ça n'a jamais... J'ai eu tout, mais ça n'a jamais entaché ce côté de la chose. Parce que ma mère a été cette femme. Ma mère a été une femme qui a lutté toute sa vie. Elle m'a donné le bon exemple. J'ai vu des sœurs qui ont lutté toute leur vie. Elles ont rencontré des hommes. Ça ne s'est pas bien passé, mais elles n'ont pas lâché non plus. J'ai vu de grandes dames autour de moi qui ont des parcours difficiles. Tu n'as pas idée. Des femmes politiciennes aujourd'hui qui ont des parcours tellement difficiles que quand elles te racontent certaines de leurs histoires, tu as du mal à croire que c'est elles qui ont vécu ça. Mais qui sont devenues des personnalités aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, elles ont eu confiance en elles. Elles ont eu confiance en leur talent, leur intelligence, leurs aptitudes. Elles se sont levées. Elles ont dit non. Je refuse d'être un objet. Si je dois être un objet, je serai un objet de développement pour la communauté, pour la société. Mais je refuse de me résoudre à être un objet pour un homme. Je vais devenir partenaire d'un homme. Ça, ce sera l'homme qui a
une certaine conscience, une certaine valeur, qui connaît Dieu, qui sait respecter la femme. Je veux être la partenaire de cet homme, mais je refuse d'être l'objet d'un homme qui n'a aucune de ces notions, qui n'a pas la crainte de Dieu, qui ne respecte pas la nature et qui va se servir de moi, tu vois. Et ça, moi, c'était ça ma force. Il y avait toujours quelque part en moi l'image de moi réussissant, l'image de moi témoignant des choses négatives que j'ai vécues pour que ça change la vie des gens. Donc, à chaque fois que je vivais ces choses négatives, je pleurais, certes, mais j'étais à la fois rassurée de pouvoir les vivre, d'en sortir vivante et de pouvoir raconter ça un jour à quelqu'un. Donc, voilà comment ça s'est passé. Je pense que ça résume un peu tout ce qu'on a dit. Et je crois et je vois qu'une fois, une personne a été bénie par ce moment. En tout cas, moi, j'ai été personnellement bénie par ton parcours. On a parlé de beaucoup de choses, de comment tu as commencé, de comment tu as réussi à mettre en place une équipe, à poursuivre tes rêves, tes talents et aussi surtout de la foi en Dieu, de se connaître soi-même, de connaître son identité parce que tout part de là. Parce que ce que moi je vois aussi dans ton parcours, c'est que malgré tout ce que tu traversais, tu étais conscient de ton identité en fait. Et le simple fait d'être conscient de ton identité, d'être conscient de qui tu es, c'est ça qui t'a mené à sortir de ces difficultés-là et à continuer à croire en Dieu, à croire en un avenir meilleur. C'est ce qui t'a amené même à poser des actions pour t'en sortir. Et merci beaucoup, Océane, pour ce temps passé ensemble. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot pour, je ne sais pas, nos internautes, les personnes qui nous suivent. C'est un podcast en audio comme en vidéo. Et est-ce que tu as un dernier mot par rapport à tout ce qu'on a vu? Un dernier mot, j'ai envie de parler à quelqu'un. J'ai envie de dire à cette personne qui m'écoute ou qui me regarde que tu n'es pas venu au monde pour être parmi les losers. Déjà de base, tu es venu au monde, ça veut dire que tu es dans l'équipe des gagnants. Et donc, tu dois pouvoir prendre conscience de ta valeur. Personne ne le fera à ta place. Tu as absolument tout pour réussir. Et quand même les difficultés arrivent dans ta vie, ne les reçois pas personnellement. Dis-toi que Dieu est en train de te forger pour devenir quelqu'un, pour amorcer une grande destinée. Les gens qui ont une grande destinée, ils traversent tellement de choses et toi-même, tu sais, va prendre un peu les exemples des grands hommes sur la terre, des grands hommes dans la Bible, de l'histoire de Jésus lui-même. Et tu te rends compte en fait que ça n'a jamais été facile pour personne de devenir un grand nom. Si tu veux devenir un grand nom, accepte de traverser les choses. Parce que ces choses vont forger ton histoire. Et cette histoire-là va inspirer d'autres personnes. Donc ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'une petite étape en fait. Mais c'est une marche de l'escalier qui te mène au succès. Et j'insiste, apprends à te connaître. Fais attention à ce que tu ressens, aux gens que tu fréquentes, à comment tu fais tes choix. Surtout à toi qui es jeune, je te le dis aujourd'hui, parce que les mauvais choix que tu vas faire aujourd'hui peuvent conditionner tout le reste de ta vie. Apprends à avoir un objectif très tôt. Il faut rêver grand, vouloir devenir quelqu'un dans la vie. Et ne te laisse pas marcher dessus, ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas déstabiliser par le matériel, par l'argent, par les superflus. Parce que ça, c'est quand on est jeune seulement. À partir de la quarantaine, ça ne te dira absolument plus rien, toutes ces choses. Et tu vas commencer à chercher un homme de ta vie, tu vas commencer à chercher un toit où dormir, et tu vas te rendre compte qu'en réalité, la beauté de la maison n'est pas le plus important. C'est juste d'avoir un toit où dormir. La beauté de la voiture n'est pas le plus important, c'est juste d'avoir un moyen de déplacement. Les habits que tu portes ne sont plus les plus importants, c'est juste de trouver quelque chose à manger. Donc, quand tu es jeune, fais les meilleurs choix, entoure-toi des meilleures personnes et surtout fais attention à rencontrer dans ta vie des gens qui ont Dieu, qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu et qui respectent la nature. Voilà tout. Merci, Mickey. Merci, beaucoup. Wow, c'était fort. Je ne sais pas pour vous, mais moi-même, j'ai été bénie par ce moment. Amen. Ouais.
C'était très fort. Merci beaucoup, Océane. Merci pour ta disponibilité. Merci pour les personnes derrière la caméra. Coco Nukumu Wanyovi. Merci pour Naomi. Merci pour le cadre Café Corsé. Merci à tous pour d'avoir vendu cela aussi. Merci à Rapuk, bien sûr. Sponsor officiel. Merci. Merci à tous. Franchement, j'ai été personnellement bénie. Et je pense que vous serez bénis aussi. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager cette vidéo, cet audio, à laisser des commentaires. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Victoire. Bisous à toi. Bisous.